Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette troisième séance de ce cours qui est donc consacré aux fluides quantiques couplés en général et plus particulièrement aux jonctions Josephson. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un phénomène qui a joué un rôle important dans tout ce qui est métrologie, qui sont les résonances de Shapiro. Et je commencerai par quelque chose d'un tout petit peu plus simple, qui est l'effet Josephson alternatif. Alors, comme toujours avant de commencer, je vous rappelle le séminaire qui va accompagner ce cours. Ceux qui avaient regardé le programme initial ont peut-être vu que normalement, on attendait Atach Imamoglu de l'ETH Zurich. Atach, malheureusement, est souffrant. Je rassure ses amis, c'est rien de très grave, mais il n'avait plus de voix du tout, il ne pouvait vraiment pas venir. Et Jérôme Beugnon, que je vois ici, a très gentiment accepté de le remplacer au pied levé pour nous faire un séminaire qui, en fait, est en lien direct avec ce que je raconterai au tout dernier cours de cette année, qui est la superfluidité, quelque chose sur la superfluidité, et le titre que Jérôme a donné, c'est la superfluidité révélée en une seule image. Et je peux aussi mentionner le séminaire de la semaine prochaine, donc, qui sera donné par Benoît Vermersch de Grenoble, qui sera sur l'effet Memba quantique dans un processeur quantique. L'effet Memba, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un effet vraiment étonnant, l'effet Memba classique. Ça consiste en la chose suivante, vous prenez un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide, vous les mettez tous les deux dans votre congélateur, et bien vous trouverez que la glace se forme d'abord sur le verre d'eau chaude, ce qui est pour le moins paradoxal. Voilà. Et donc, il a une version quantique, cet effet Memba, et c'est de ça que nous parlera Benoît la semaine prochaine. Et puis ensuite, vous voyez Klaus Mölmer et Eleni Diamanti pour les semaines suivantes. Bien, alors, aujourd'hui, donc, on va parler de ces effets dépendants du temps dans les jonctions Josephson, cet effet Josephson alternatif et ces résonances de Shapiro. Je vais commencer, avant de situer ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais commencer par faire un rappel pour qu'on ait tous en tête ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc, on a commencé par se donner une jonction idéale. Donc, je vous rappelle les équations. Donc, une jonction idéale, on la représente par un trait avec une croix comme ça. On prend un point à gauche petit a, on prend un point à droite petit b. On définit la phase phi, qui est la différence de phase entre phi a et phi b. Phi a et phi b étant les phases des ondes macroscopiques qui décrivent les assemblées de particules à gauche et à droite. Donc, phi a et phi b peuvent être les phases de la fonction d'onde des paires de Cooper si je vais faire un supraconducteur. Ça peut être la phase du condensat de Bose-Einstein si je travaille avec des bosons à très basse température. Je suppose donc que j'ai une fonction macroscopique à gauche, une autre à droite, et phi a et phi b sont les phases de cette fonction macroscopique, quelle qu'elle soit. Ensuite, je définis la différence de potentiel électrique si j'ai à faire une jonction supraconductrice, qui est également définie A moins B, donc VA moins VB. Et puis, on définit l'intensité grand I, qui par définition est l'intensité mesurée de A vers B, qui est l'intensité qui traverse la jonction idéale. Et donc, une fois qu'on a tous ces paramètres-là, on peut donc exprimer les deux relations de Josephson qui caractérisent cette jonction. La première, ça nous donne la valeur de l'intensité qui traverse cette jonction idéale en fonction de la phase phi, et ça s'écrit IC fois sinus phi. IC, c'est une intensité critique ou caractéristique, ça caractérise la jonction, chaque jonction vient avec son IC, et la dépendance en phi, eh bien, elle est telle que pour phi égale 0, je n'ai pas d'intensité, en toute rigueur, ça doit être une fonction périodique de phi de période de pi, et là, on se restreint à l'harmonique la plus basse, qui suffit très largement à tout ce dont on a besoin cette année. Donc ça nous dit quelle est l'intensité qui passe, et par ailleurs, la deuxième équation de Josephson nous dit comment évolue la phase, et donc h bar fois la dérivée temporelle de la phase, eh bien c'est simplement, pour une jonction supraconductrice, 2e fois v, où 2e, c'est donc la charge d'une paire de Cooper qui est la brique élémentaire de la supraconductivité. On verra par quoi remplacer 2E quand on fera d'autres types de superfluides. On en a déjà vu, mais on le reverra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la jonction idéale.
comme je l'ai déjà expliqué, ce modèle de jonction idéale n'est pas suffisant pour expliquer tout ce qui se passe. Par exemple, avec ce modèle-là, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer si je branche un générateur de courant aux bornes de ma jonction avec un courant grand I supérieur à IC. Clairement, je n'aurai pas de phase phi qui conviendra pour expliquer ça. Donc, ce qu'on utilise pour décrire une jonction, c'est des modèles plus élaborés. Et le modèle le plus simple et qui rend compte de beaucoup de phénomènes, c'est le modèle RCSJ, donc une jonction avec en parallèle une résistance et une capacité. Donc ce modèle consiste à prendre notre jonction idéale, ici, mettre en parallèle une résistance grand R et une capacité grand C qui, dans le cas d'une jonction supraconductrice, représente en fait la capacité formée par les deux parois de la jonction. Donc tout ça, on le met en parallèle, comme ça, et j'ai donc mon point A qui est ici et mon point B qui est là. Et à ce moment-là, eh bien, l'intensité totale qui circule de A à B, c'est la somme des trois intensités, donc grand I. C'est ce qui passe dans la jonction idéale, c'est donc le IC sinus phi, plus ce qui passe dans la résistance, ça c'est simplement la loi d'Ohm, hein, V égale RI, donc I égale V sur R. Et puis ce qui passe dans la capacité, donc l'intensité qui passe dans une capacité, je vous rappelle que c'est la dérivée de la charge de la capacité, et que la charge d'une capacité Q, c'est la capacité elle-même C fois V. Donc ici, je vais mettre la dérivée de Q, Q point, donc C, V point. Et si je remplace V par sa valeur en fonction de la phase phi, pour avoir quelque chose qui ne porte que sur la phase, donc j'ai I égale IC sinus phi, plus, alors V sur R, V c'est donc pour ma jonction supraconductrice H bar sur 2E phi point. Donc ici je vais avoir H bar sur 2E fois R phi point. Et puis CV point, donc ça va faire du dérivée seconde de phi, H bar C sur 2E, dérivée seconde par rapport au temps. Voilà. Et puis une dernière chose, je crois que, oui, c'est ça, on a intérêt à travailler avec des variables sans dimension, donc une première étape pour passer sans dimension, c'est de mesurer toutes les intensités en unité de IC, donc je divise tout par IC, et c'est ça qui va nous servir juste après, égale IC sinus phi, plus, donc qui est sans dimension, sinus phi bien sûr, H bar sur 2E R IC phi point ayant la dimension de 1 sur un temps, et puis plus H bar C sur 2E IC phi point point. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'équation de base, parce que c'est une équation qui nous décrit donc l'évolution de la phase si je branche un générateur de courant aux bornes de mon système. Vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, j'avais aussi donné une interprétation mécanique de cette équation-ci, enfin celle-ci ou celle-là, peu importe, en disant que je pouvais considérer que phi, c'était la position d'une particule classique. Et donc cette équation-ci, si je garde phi point d'un côté du signe égal et que je mets tout le reste de l'autre côté, eh bien c'est une équation du type l'accélération, puisque la dérivée seconde de la position, donc l'accélération de ma particule est égale à une force. Et cette force, c'est quoi? Eh bien c'est une force constante qui représente grand I, donc un potentiel linéaire, si vous préférez, en fonction de phi. Ensuite, une force périodique en sinus phi, donc un potentiel en cosinus phi, moins cosinus phi pour être précis. Et puis un terme en phi point, donc comme phi c'est la position, phi point c'est la vitesse. Donc ça, c'est une force de frottement visqueux. Et j'avais apporté cette planche à laver, dont j'ai appris depuis que c'était aussi également un instrument de musique, donc c'est beaucoup plus noble, si je puis dire. Et donc, cette équation-ci décrit le mouvement de cette bille sur cette planche à laver. Je l'incline pour dire que j'ai une force constante, grand I, donc ce potentiel linéaire I fois phi, et puis ensuite, l'oscillation ici de la planche, eh bien, c'est la force en IC sinus phi, ou le potentiel en moins IC cosinus phi. Voilà. Et donc il y a différents types de mouvements là-dessus. La bille peut dévaler la pente ou au contraire rester piégée dans un minimum local. On avait expliqué ça la dernière fois.
Voilà, donc rappelez-vous, hein, phi c'est la position, phi point la vitesse, phi seconde l'accélération. Alors, une chose qui est utile, c'est de choisir des unités sans dimension pour pas traiter plusieurs fois le même problème sans s'en rendre compte. Donc, le choix d'unités sans dimension, qu'on avait fait la dernière fois, donc déjà, j'ai fait un choix pour les intensités. J'ai IC qui est une intensité naturelle, donc je vais poser petit i égale grand I sur IC. Ensuite, comme je disais, ici, maintenant les deux membres à gauche et à droite du signe égal sont sans dimension. Phi point c'est 1 sur un temps, donc cette chose-là doit avoir la dimension d'un temps, vous pouvez le vérifier. Et donc je vais poser T0 égale cette quantité, h bar sur 2e fois R fois IC. J'espère que ça correspond bien à ce qui est écrit ici. Oui, c'est bien ça. Et je vais donc introduire un temps réduit tau qui est égal à T sur T0. Et à ce moment-là, eh bien, on a une équation qui est très simple, qui est petit i égale sinus phi plus phi point, enfin, je vais écrire dφ sur dt pour que ce soit pas d'ambiguïté, dφ sur dt, plus donc cette chose-là fois t0 carré, puisque je dois aussi réécrire dφ phi point point en termes de d2 phi sur dτ2. Donc il y a un coefficient sans dimension qui vient se mettre ici, qu'on appelle βc, qui est ce paramètre de Stewart-McCumber, dont j'ai écrit l'expression ici, fois d2 phi sur dτ2. Voilà. Et donc ce qu'on voit finalement, c'est qu'une jonction alimentée par un générateur de courant constant, I, eh bien, est caractérisée par un seul paramètre, qui est ce paramètre βc. Selon la valeur de βc, eh bien, j'aurai certains types de comportements ou d'autres types de comportements. Et on avait comme ça tracé des caractéristiques. Et je vous rappelle donc à quoi ressemblaient ces caractéristiques. Donc la question qu'on se pose pour tracer la caractéristique, c'est prenons donc une jonction alimentée par un générateur de courant avec une intensité constante. Question, quelle est la différence de potentiel électrique moyen pour une jonction supraconductrice ou potentiel chimique moyen, électrique dans un cas, chimique dans l'autre, moyen pour une jonction atomique. Et bien sûr, ça dépend de βc. Ce qu'on avait vu, c'est que quand βc était petit, plus petit que 1, disons, nul ou plus petit que 1, c'est ce que j'avais appelé la limite résistive, où la résistance joue un rôle important. Pour que la résistance joue un rôle important ici, il faut qu'elle soit faible. Hein. Si je veux qu'il y ait du courant qui passe de manière significative dans la résistance, il faut que la résistance soit faible. Une autre manière, c'est de dire que je vais prendre une capacité nulle. À ce moment-là, de toute façon, il n'y a pas de choix, le courant doit passer soit dans la jonction idéale, soit dans la résistance. Donc, dans la limite C tend vers 0, ou de manière équivalente R tend vers 0, toujours est-il que ça donne des petites valeurs de βc, à ce moment-là, il y a une caractéristique qui ressemble à celle qui est indiquée ici. Il n'y a pas d'hystérésis. Ce que je trouve ici, c'est un segment qui est une tension nulle quand I est en valeur absolue inférieure à IC. Ça veut dire que finalement, tant que je mets une intensité inférieure à IC, tout passe dans la jonction idéale. Et donc I peut être compris entre moins IC et plus IC, quand phi varie entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Et puis quand I dépasse IC, ben là, je n'ai pas le choix, il faut qu'il y ait du courant qui passe dans la résistance. Et j'obtiens donc ces branches-là. Et ces branches-là, si je les extrapole loin, hein, ici, ben ça c'est simplement la loi d'Ohm. Ici, c'est pratiquement tout le courant, quand je vais par là, tout le courant passe dans la résistance, j'ai V égale RI, pas de surprise. Si maintenant je vais chercher des jonctions avec des βc beaucoup plus grands, ça veut dire que soit je prends une grande capacité, soit je prends une grande résistance. C'est-à-dire que si j'ai une grande résistance ici, il y a peu de courant qui passe dans la résistance et le courant va passer essentiellement dans la jonction idéale ou dans la capacité. Eh bien, à ce moment-là, de l'hystérésis apparaît, on a ce type de courbe, donc là je l'ai tracé pour β égale 30, mais je vous avais donné un petit peu plus d'exemples la dernière fois. Et donc ça, c'est une courbe typique d'hystérésis, c'est-à-dire que si vous partez de la situation courant nul, potentiel nul, si vous augmentez le courant de votre générateur, eh bien vous allez commencer par suivre cette branche, jusqu'à ce que I atteigne la valeur IC. Donc, phi va croître de 0 à pi sur 2, et puis une fois que vous avez atteint phi égale pi sur 2, ben, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc là, il faut que le courant se mette à passer dans la résistance. Donc vous sautez sur la branche résistive là-haut,
Et puis voilà, après vous retrouvez votre loi d'Ohm essentiellement. Et puis si maintenant vous descendez, vous partez d'un grand courant et vous le descendez, eh bien là vous allez suivre cette branche ici, c'est-à-dire que même si le courant que vous demandez est inférieur à IC, ben malgré tout il y a une différence de potentiel qui s'applique, et puis finalement on finit par rejoindre ça. Cette hystérésis, là, en fait, c'est rien d'autre, si je reviens à mon modèle de bille, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, c'est rien d'autre que dire que là, j'ai deux solutions possibles, sans rien changer à l'inclinaison de ma planche, j'ai une solution qui consiste à avoir ma bille piégée dans un minimum local, mais j'ai aussi une solution où la bille dévale la pente, et dévaler la pente, ça veut dire avoir une vitesse non nulle, une vitesse non nulle, ça veut dire phi point non nul, et phi point non nul, ça veut dire avoir un voltage. Donc avoir un voltage non nul. Donc le régime où ma bille dévale la pente, c'est le régime où j'ai un voltage non nul, donc c'est la branche supérieure de ma courbe d'hystérésis, ici, celle-là, là, et être piégé dans le minimum local, c'est être ici. Voilà. Donc pour une même intensité, donc une même inclinaison de planche, j'ai ces deux points-là, celui-ci et celui-là, qui correspondent aux deux mouvements que vous venez de voir pour la bille. Bien. Eh bien, tout ça étant dit, voilà la question qu'on va aborder aujourd'hui. La question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que se passe-t-il si maintenant je module l'intensité qui traverse la jonction? Si au lieu de prendre un courant constant ici, petit i, ou un courant grand I ici constant, je prends un courant qui a une composante constante, I0, mais également une composante sinusoïdale en I1 sinus oméga t. Et la réponse, elle était déjà présente dans l'article de Josephson. La réponse, c'est la suivante, c'est qu'il peut apparaître une différence de potentiel moyenne non nulle, quantifiée, telle que 2E fois V bar est égal à n fois H bar oméga. C'est-à-dire que j'impose un oméga, une fréquence, et il y a une tension non nulle qui apparaît au bord de ma jonction qui est quantifiée. Et ça va jouer un rôle important dans tout ce qui est métrologie. Hein, le nouveau système d'unité internationale est basé là-dessus, enfin en partie là-dessus, parce que ça permet de relier un voltage, qui est une chose qui n'est pas facile à mesurer, faire un standard de tension électrique, ça permet de le relier à une fréquence, et les fréquences, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Pensez aux horloges atomiques que Christophe Salomon nous a décrit dans le premier séminaire de cette année, c'est des choses qu'on sait faire avec une précision maintenant, avec 19 chiffres significatifs. Donc, ce type de relation permet de relier un voltage à une fréquence. Et à chaque fois que vous pouvez relier un phénomène physique à une fréquence, vous savez que vous pourrez mesurer ce phénomène physique avec une très bonne précision. Ce phénomène il a été observé dès 1963 par Shapiro, donc c'est quelque chose qui a été vu très vite. Et je vous donne tout de suite le résultat de Shapiro. Donc, ça, c'est donc une publication, comme je viens de le dire, de 1963, donc un an après l'article théorique de Josephson. Shapiro a d'abord vu ces caractéristiques pour un courant constant, donc ça c'est exactement ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, hein, le segment entre moins IC et plus IC ici, et puis les parties résistives en haut et en dessous ici. Et en appliquant cette tension, donc lui il appliquait cette modulation, pardon, en appliquant cette modulation, donc lui il appliquait une modulation à peu près 25 GHz. En fait c'est une micro-onde, on prend la jonction, on met un générateur de courant constant qui est le I0, et puis on envoie également une micro-onde, et cette micro-onde fait donc osciller les électrons, donc c'est ça qui fait la partie modulée de l'intensité. Et on voit donc ces paliers apparaître là, hein, comme celui-ci, celui-là, et ce que Shapiro l'a vu tout de suite, la distance entre deux paliers ici, c'est ce que je vous annonçais à la diapositive précédente, 2E fois la tension est égale à H bar oméga. Donc, si vous regardez à quelle tension ça correspond, quand vous travaillez à 25 GHz, ça vous fait un écart entre les paliers ici d'à peu près 50 microvolts. Ce n'est pas grand, 50 microvolts, et ça va jouer un rôle dans ce qui va venir tout à l'heure. Cette petitesse du quantum pour une fréquence qui est déjà relativement élevée, déjà à 25 GHz, c'est dans le domaine des micro-ondes assez élevés. Voilà, donc voilà, j'ai situé la scène. Donc, on va commencer non pas par la résonance de Shapiro, mais par un effet un peu plus simple qui est l'effet Josephson alternatif, également prédit par Josephson dans ses 2 pages de 1962. Et puis ensuite, donc, on passera aux résonances de Shapiro, un standard électrique, et on finira par des choses très récentes. Hein, ces 2 articles expérimentaux qui sont sortis dans Science en décembre dernier, donc ça a quelques mois, les résonances de Shapiro pour des jonctions atomiques.
Donc commençons par l'effet Josephson alternatif. Alors là, c'est très simple. Ça consiste à se poser la question, que se passe-t-il si au lieu de mettre un générateur de courant, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, au bord de ma jonction, je mets un générateur de tension. Et je vais prendre un générateur de tension absolument idéal, c'est-à-dire sans résistance interne. Donc j'applique aux bornes de mon système une tension continue. Donc bon, c'est l'effet, le titre, effet Josephson alternatif. Donc je mets une tension aux bornes ici. Alors dès qu'on met une tension, chacun des éléments va vivre sa vie indépendamment. Hein, donc la capacité va se charger et puis plus rien ne va se passer. La résistance va être parcourue par un courant V0 sur R, donc rien d'intéressant. Donc je peux me concentrer sur la jonction idéale quand j'applique une tension V0. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a les équations. Hein. Si j'applique une tension constante ici, V0, phi point donc, va être constant, donc phi va évoluer linéairement avec le temps. Donc phi de t, je vais l'écrire phi 0, plus, donc, si ma tension est constante, 2e sur h bar, V0 fois le temps. Et donc l'intensité, quelle est-elle? Eh bien l'intensité I de t, c'est IC fois sinus phi de t. Je parle de l'intensité qui traverse la jonction idéale. C'est IC fois sinus de phi de t, donc sinus de phi 0, plus quelque chose que je peux écrire oméga t, où oméga, c'est simplement 2e V0 sur h bar. Voilà. Donc voilà pourquoi ça s'appelle effet Josephson alternatif. Simplement une tension constante produit un courant alternatif directement, avec une pulsation directement proportionnelle à la tension appliquée à l'intérieur de la jonction idéale. Voilà. Donc là, c'est vraiment simple. Je ne crois pas avoir besoin de vous dire plus de choses là-dessus. Non, j'ai tout dit. Donc maintenant, est-ce que ça, c'est visible? Alors, bien sûr, c'est visible avec des jonctions supraconductrices, même si ce n'est pas évident d'avoir le générateur de tension idéale. Là, je vais plutôt vous décrire une expérience qui a été faite avec des atomes. Alors là, on va parler de liquide. On ne va pas parler de gaz, on va parler d'hélium 3 superfluide liquide. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites précurseurs, je pourrais dire, par Avenel et Varocco. Là, je vais plutôt vous parler d'expériences qui ont été faites dans le groupe de Dick Packard à Berkeley en 1997. On va travailler avec de l'hélium 3. L'hélium 3 est un fermion, mais de la même façon que les électrons d'un supraconducteur qui sont des fermions peuvent s'apparier pour faire une particule qu'on peut considérer comme un boson et ensuite lui donner une fonction macroscopique, eh bien l'hélium 3, il y a également des mécanismes d'appariement différents, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc on peut avoir des paires hélium 3 qui auront donc, de la même façon que là j'ai mis une charge 2e, les paires hélium 3 auront une masse 2 fois la masse d'un atome. Et cet hélium 3 devient superfluide à suffisamment basse température. C'est même vraiment très basse température. Hein, il faut aller dans les températures de l'ordre du millikelvin pour voir ça. Donc l'expérience de Packard, la voilà, très schématisée. Vous avez ici donc une enceinte qui est pleine de ce liquide hélium 3. Et en fait, cette enceinte elle est séparée en 2 sous-volumes. La partie extérieure ici, et puis une partie intérieure là. Cette partie intérieure-là, elle est limitée en haut par une membrane souple, ici. On dit qu'elle est souple parce qu'elle va pouvoir se déformer, et cette déformation va jouer un rôle important. Et puis en dessous, vous avez une partie rigide, en noir épais, là, stiff membrane en anglais. Et cette membrane rigide comporte une petite partie ici, qui est en fait une partie en silicium, qui est une partie percée de petits trous. Alors ici, vous avez un agrandissement de ce qui se passe au niveau de cette membrane. Cette membrane, en fait, est percée de 65 fois 65 trous. Là, vous en avez 3 par 3, mais ça continue à droite et à gauche. La distance entre chaque trou est de l'ordre de 3 microns, et le diamètre d'un trou est 100 nanomètres, 0,1 micron. Donc l'hélium 3 va pouvoir passer à travers ces trous, et ces trous, ils jouent en fait le rôle de la barrière tunnel de la jonction supra. Vous avez ici une électrode, et cette électrode va pouvoir déformer la membrane souple. La membrane souple est traitée par un métal, enfin, il y a une fine couche métallique déposée dessus, donc avec l'électrode, on va pouvoir
attirer ou repousser la membrane, et donc on va pouvoir comme ça, en fait, changer la pression dans le volume intérieur par rapport au volume extérieur. Et quand vous regardez les équations de mouvement de ce fluide, de ce superfluide, eh bien en fait, ce changement de pression, appliquer un changement de pression entre l'intérieur et l'extérieur, c'est rien d'autre que d'appliquer une tension V0 pour la jonction supraconductrice. Donc en déformant la membrane souple, eh bien, on crée une différence de pression et on induit donc, on espère induire cet effet Josephson alternatif. Alors, quelle est la fréquence qu'on attend? Eh bien, de la même façon qu'ici, j'attendais un h bar oméga qui était égal à 2e V0. Ici, je vais attendre un h bar oméga qui va être proportionnel à la différence de pression, delta P. Alors, quel est le coefficient qui vient devant? Rien que par homogénéité, on peut le retrouver. Vous savez tous de vos cours de thermodynamique que PV, c'est une énergie. Hein, donc, il faut multiplier delta P par un volume pour avoir une énergie, h bar oméga, et le volume, c'est simplement le volume occupé par chaque paire hélium-3 dedans, c'est donc la masse d'une paire divisée par la masse volumique qui vaut pour l'hélium-3 82 kg par mètre cube. Voilà, alors eh bien, les chercheurs de Berkeley ont fait l'expérience et ça a marché remarquablement bien. Vous avez ici donc en abscisse la différence de pression qui est appliquée par cette électrode qui déforme la membrane souple. En ordonnée, vous avez l'oscillation qui est mesurée. L'oscillation, elle est mesurée en fait en mettant des détecteurs sur cette membrane souple. Je peux revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez ici un DC squid. Le squid est là. Donc, on verra ce qu'est un squid plus tard, hein, mais disons que c'est un détecteur très précis qui permet de détecter les mouvements fins et rapides de cette membrane souple. Donc, on mesure la fréquence d'oscillation, c'est-à-dire l'équivalent de ce courant ici, avec ce squid. Et donc, on a un très bon accord entre la théorie et l'expérience, puisque ici, vous avez une variation linéaire de la fréquence avec la différence de pression, avec donc une pente qui est mesurée 194 kHz par pascal, et la pente attendue est de 184, mais la différence est tout à fait dans les barres d'erreur. Donc voilà, une première très belle illustration de cet effet Josephson alternatif avec des atomes et non pas des paires d'électrons. Alors, il y a eu une expérience qui a été faite, enfin, il y a eu des expériences qui ont été faites, plusieurs, mais la première qui a été faite sur des gaz, cette fois-ci des gaz quantiques, elle est due à Jeff Steinhauer et son groupe au Technion en Israël. C'était un gaz d'atome de rubidium. Et donc pour cette expérience, ce qu'il fallait faire, c'était donc de la même façon induire une différence de potentiel entre la gauche et la droite. Donc là maintenant, on va parler non pas de potentiel électrique, non pas de pression, mais de potentiel chimique. Et la manière dont ils sont prises pour induire cette différence de potentiel chimique, eh bien, c'est la suivante. Ils avaient donc un piège qui est un piège harmonique, comme ceci. Ils ont mis une fine barrière tunnel dans ce piège, mais ils ne l'ont pas centré. Ils l'ont décalé légèrement, ici sur le dessin vers la droite. Ils ont laissé le gaz s'équilibrer avec cette barrière, avec le faible effet tunnel à travers la barrière. Donc l'équilibre est atteint quand les deux potentiels chimiques à gauche et à droite sont égaux, ici. Donc puisque la barrière n'est pas centrée, ça veut dire que j'ai plus d'atomes à gauche qu'à droite, hein, bien sûr. Et puis ensuite, une fois que cet équilibre est atteint, en un temps court, ils ont ramené la barrière au centre. Donc c'est ce système-là. Un temps court, c'est un temps durant lequel les atomes n'ont pas le temps de faire beaucoup d'effets tunnels. Donc on se retrouve avec plus d'atomes à gauche qu'à droite, toujours, et donc, comme les atomes interagissent entre eux avec des interactions répulsives pour le rubidium, eh bien, le potentiel chimique à gauche va être plus grand que le potentiel chimique à droite. Donc j'ai un mu A bar ici, état initial, plus grand que mu B bar. Plus précisément, la différence delta mu bar, c'est une notation que j'avais introduite au cours précédent, hein, cette différence mu A bar moins mu B bar, elle est comparable au potentiel chimique mu A bar et mu B bar eux-mêmes. Disons que delta mu bar, ça peut être un tiers ou un quart des potentiels chimiques, c'est de l'ordre du kilohertz. Et en particulier, ça va jouer un rôle dans un instant, ce delta mu bar est grand devant la fréquence plasma. La fréquence plasma, c'était une quantité qu'on avait introduite la dernière fois, ou la fois d'avant, même, qui servait à caractériser les petites oscillations autour de l'équilibre. C'est-à-dire, si j'ai une barrière centrée et que je décale un tout petit peu la population de A versus B, bien, je regarde ces fréquences-là. Et on avait mis cette
cette fréquence plasma, en fait, sous la forme de la moyenne géométrique de deux énergies, EC et EJ. Je vais rappeler au tableau dans un instant ce que sont EC et EJ, mais si vous vous rappelez, ça correspond à EC, ça correspond à la capacité, la manière dont l'énergie de cette capacité se comporte en fonction de la charge. Et EJ, en fait, c'est rien d'autre que le courant tunnel multiplié par H bar. Enfin, le courant caractéristique IC multiplié par H bar. Et ce H bar oméga P vaut à peu près 100 Hz dans l'expérience. Donc on est bien dans le régime où delta mu bar est grand de H bar oméga P. Donc je vais maintenant vous rappeler comment est-ce qu'on décrit une jonction atomique. C'est des choses qu'on a déjà vues. Et puis on verra les résultats obtenus par le groupe du Technion. Alors, je passe aux jonctions atomiques. Donc les jonctions atomiques, je vous ai déjà décrit ça, donc je vais rappeler ça brièvement. Pour une jonction atomique, donc prenons un piège harmonique avec cette barrière au centre, comme ceci. Donc ici, j'ai un nombre d'atomes qui initialement vaut n à bar, et puis il va évoluer au cours du temps, donc je vais l'écrire n à bar plus petit n de t. Donc petit n de t, ça décrit l'évolution par rapport à l'état initial. Ici, j'ai donc un nb bar moins petit n de t, puisque tout ce qui est passé à gauche, ça venait de la droite, il n'y a pas de mystère. Et les équations d'évolution donc, de petit n et de petit phi, eh bien, elles sont calquées sur les relations de Josephson qui sont là-bas. Donc h bar n point, c'est ce EJ sinus phi. C'est pour ça que je vous disais il y a une minute que le EJ qui est là, en fait, c'est la même chose que le IC qui est là-bas, à h bar près, puisque n point, c'est le courant. Et puis ensuite, donc, la manière dont évolue la phase, h bar phi point, eh bien, h bar phi point, ça évolue comme la différence de potentiel chimique instantané entre A et B, delta mu instantané. Et ce delta mu instantané, je peux l'écrire comme le delta mu initial, delta mu bar, il y a un signe moins, et puis moins, donc le fait qu'on n'est pas resté à la valeur de départ, mais on peut évoluer, et donc ça s'écrivait moins n fois EC. Voilà, donc ça, c'est les deux équations de Josephson pour ma jonction atomique. Et c'est donc ça qu'il s'agit de résoudre quand je mets un delta mu bar relativement grand au départ, comme représenté sur la figure tout en haut là-bas. Alors pour résoudre ça, on va faire une approximation. On va supposer que, certes, petit n va évoluer, il va partir de 0 et il va bouger, mais il ne va pas bouger beaucoup. Et je justifierai ça après. C'est ce qu'on appelle l'autopiégeage, self-trapping en anglais. Il ne va pas bouger beaucoup. Ce qui veut dire que dans cette équation-là, je vais commencer par négliger le terme en NEC. D'accord ? Donc je vous dis que petit NEC, je peux mettre une valeur absolue autour de n pour être sûr que petit n peut être positif ou négatif, je suppose qu'il est très petit à chaque instant devant delta mu bar. Et je vais le justifier après. Mais je suppose ça. Alors, si je suppose ça, si j'ai le droit de négliger le NEC ici, eh bien, je suis exactement dans le cas de l'effet Josephson alternatif, c'est-à-dire que j'applique ici un terme constant dans l'évolution de phi point. C'est exactement le fait d'avoir dit je prends V égale V0 dans l'équation ici. Donc là, je suis bien dans le cas de l'effet Josephson alternatif, pour autant que je puisse le négliger, cette chose-là. À ce moment-là, donc, ma phase va évoluer. Bon, là, je peux laisser tomber le terme constant qui ne joue pas beaucoup de rôle. Delta mu bar sur h bar fois t. Et donc le n de t, qu'est-ce qu'il va valoir ? Eh bien, si ma phase évolue comme ça, donc ma phase évolue en sinus de t, donc mon n de t sera lui-même en cosinus de t, et ça va valoir, donc je vais avoir ce EJ sur h bar, qui est simplement le premier ici. Ensuite, j'intègre sinus de delta mu bar t sur h bar, donc ça va me faire un h bar sur delta mu bar ici. Et puis, j'intègre donc quelque chose qui sera en moins sinus, puisque j'ai moins delta mu bar t sur h bar, donc ça va me donner un cosinus de donc, delta mu bar t sur h bar. Et puis, j'ai une valeur à l'instant t égale 0,
Et je veux qu'à t égale 0, n de t soit nul, donc tout ce qu'il suffit que je fasse, c'est que je mette ici moins 1, et j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Donc ça, c'est donc la manière dont évolue n de t. Donc n de t doit évoluer de manière sinusoïdale, ça correspond à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'intensité qui évolue de manière sinusoïdale ici, par exemple. Alors, ayant dit ça, déjà on peut vérifier que la manip rend bien compte de ça, c'est-à-dire que c'est les points qui sont ici. Ici, vous avez le delta mu bar qui est appliqué, mesuré en Hertz, donc on divise delta mu bar par la constante de Planck. Ici, vous avez la fréquence d'oscillation, donc on mesure expérimentalement la population instantanée donc des points des sites A et B ici, et donc on voit que ça oscille effectivement. Et là, on trace la fréquence d'oscillation en fonction de delta mu bar, et on trouve bien une droite ici, qui est une droite de pente 1, puisque tout est exprimé en kHz. Donc, à ce stade, tout va bien. La question, c'est qu'est-ce qui légitime mon approximation ici? Pourquoi est-ce que j'ai eu le droit de négliger petit n EC devant delta mu bar? Cette chose-là, ça me dit simplement que finalement, la variation de potentiel chimique est négligeable. Hein. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que je peux rester avec le potentiel chimique initial et je rends bien compte de mon phénomène. Donc pourquoi est-ce que NEC est petit devant delta mu bar? Eh bien, NEC, vous pouvez le lire ici, sa valeur maximum, ça va être obtenu quand le cosinus sera égal à moins 1, parce que ça vaudra moins 2. Donc NEC, la valeur maximum, c'est, donc si je veux évaluer NEC comme ça, c'est de l'ordre au maximum, je peux mettre un inférieur ou égal, à donc 2 fois cette chose-là, donc les h bar s'en vont, bien sûr, il me reste 2 fois EJ sur delta mu bar, et je multiplie par EC. Et la question, c'est est-ce que ça, c'est effectivement très petit devant delta mu bar, qui est mon hypothèse de départ. Je l'ai négligé. Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, puisque ce que vous reconnaissez ici au numérateur EJ fois EC, c'est précisément la fréquence plasma au carré, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc ce que je suis en train de tester, c'est est-ce que h bar oméga P au carré est très petit devant delta mu bar au carré. Et effectivement, les conditions initiales ont été choisies pour ça. Donc si je choisis des conditions initiales suffisamment fortes pour que le delta mu bar soit grand devant h bar oméga P, et bien après, c'est un calcul qui est autocohérent de négliger les variations du potentiel chimique au cours de l'évolution. C'est donc c'est un autopiégeage, c'est-à-dire que je déséquilibre suffisamment ma jonction, et à ce moment-là, eh bien, la jonction ne repassera jamais, sauf si je mets des processus de relaxation, mais qui sont à une échelle de temps beaucoup plus longue, ne repassera jamais dans son oscillation par la valeur équilibrée. Elle va osciller, mais elle va osciller comme ça. Voilà. Alors ça a été vu. Ça avait même été vu, en fait, avant que Steinhauer et son groupe fassent l'expérience. Ça avait été vu dans la toute première expérience des jonctions de Josephson, en 2005, dans le groupe de Marcus Oberthaler. Simplement, c'était à Heidelberg. Simplement, le groupe de Marcus Oberthaler n'avait pas été capable de voir l'oscillation, il n'avait pas été capable de la mesurer. Mais ils avaient très bien vu l'autopiégeage. Alors ici, je vous remets une figure que je vous ai déjà montrée au premier cours, qui est les oscillations plasma. Ce qui se passe si on fait un tout petit déséquilibre entre la gauche et la droite. Vous voyez, là, il y a plus d'atomes à gauche qu'à droite. Après une demi-période d'oscillation, vous avez plus d'atomes à droite qu'à gauche, puis vous revenez avec plus d'atomes à gauche qu'à droite. Donc un petit déséquilibre fait une oscillation autour de la valeur n égale 0, alors qu'un grand déséquilibre, comme ceci, fait en sorte que la jonction est donc autopiégée dans ce régime très déséquilibré, et elle y reste au moins sur des échelles de temps qui sont de plusieurs dizaines de millisecondes. Si on attend très longtemps, ou si on met un système un peu plus chaud, à ce moment-là, il y aura des effets résistifs qui vont entrer en ligne de compte, et finalement, au bout du compte, la jonction va s'équilibrer. Mais ça prendra beaucoup de temps. Voilà. Bien. Ça termine ce que je voulais dire sur l'effet Josephson alternatif, et j'aimerais maintenant passer au cœur du problème, si je puis dire, qui sont les résonances de Shapiro. Donc ça, les résonances de Shapiro, comme je le disais, c'est un élément de l'article de Josephson, un article d'une richesse vraiment incroyable. Enfin, j'ai relu pas mal pour préparer ce cours, et c'est étonnant, chaque paragraphe est un programme de recherche à lui tout seul.
Voilà, juste pour vous montrer que c'est bien dans l'article de Shapiro, hein, des champs appliqués radiofréquence, alors en fait c'est plutôt de la micro-ondes, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le domaine de plusieurs gigahertz, peuvent être créés en notant que si on applique un voltage DC, donc un voltage continu grand V, ici, superposé à un voltage AC, donc alternatif, et bien à ce moment-là on va avoir des composantes de Fourier sur le courant. Et s'il existe des nombres entiers petit n tels que 2EV sur H égale n nu, donc 2EV égale n fois H nu, c'est la relation que j'avais écrite tout à l'heure, j'avais mis H bar oméga au lieu de H nu, mais enfin bon, c'est la même chose. À ce moment-là, le supercourant peut avoir une composante continue, voilà, et qui dépend de la phase et de l'amplitude du voltage AC. Ça, ce sont des choses qu'on va voir maintenant. Voilà, donc noir sur blanc, Josephson avait écrit ça dès le début. Donc, à quoi ça ressemble cette modulation d'une jonction supraconductrice? Donc déjà, le domaine de fréquence dans lequel on travaille, donc c'est le domaine, comme je l'ai dit, de micro-ondes, disons de 10 à 100 GHz. C'est comparable ou supérieur à la fréquence plasma, et on va pouvoir l'analyser dans le cadre du modèle donc, RCSJ. Bon, il y a des petites difficultés, enfin petites, il y a des difficultés qui viennent se mettre, qui est que la micro-onde peut parfois casser les paires de Cooper. Donc ça vient compliquer la chose, parce que du coup, on ne travaille plus avec le même système. On va oublier ce genre de difficultés ici. En pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une modulation d'intensité, puisqu'on irradie la jonction avec un rayonnement micro-ondes, donc ça module le mouvement des électrons, ça module l'intensité. Traiter donc une intensité modulée ici, c'est faisable, mais c'est faisable numériquement. Il n'y a pas de manière de le faire analytique simple. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer, comme on l'a fait pour l'effet Josephson alternatif, on va commencer par le cas où on pilote la tension. Donc, en l'occurrence, on va prendre une tension sinusoïdale fournie par un générateur idéal, même si expérimentalement, au moins avec des jonctions supra, ce n'est pas facile à faire. Là, on peut faire tous les calculs, donc ça permet de préciser les paramètres, et puis après, on passera à un traitement numérique. Donc, commençons par le cas d'une modulation en tension. Donc, je vais le repasser au tableau. Vous allez voir, ce n'est pas bien difficile, hein. Je prends donc cette tension-là, aux bornes de mon système, donc RC, et puis ma jonction idéale, et je me demande, donc, étant donné cette modulation en tension, donc en particulier un voltage moyen V0, quelle est l'intensité moyenne I bar qui circule dans la jonction? Donc, ce que j'aimerais, c'est tracer une caractéristique où je mets ici en abscisse I bar l'intensité moyenne. L'intensité va être modulée dans le temps, mais je regarde sa moyenne temporelle et je veux la tracer. Je veux tracer en fonction de ça V0, donc la tension moyenne. Donc, les deux axes, c'est des quantités moyennées sur le temps. Et j'aurais besoin de cette relation mathématique que j'ai écrite parce que je n'arrive jamais à me souvenir de tout, donc je préférais l'écrire. Alors, j'efface un petit peu. Qu'est-ce que je dois garder là? Je pense que je peux effacer à partir d'ici. Bien, donc ce qui m'intéresse, c'est donc le cas ici d'une modulation en tension. Donc, si je prends ma modulation en tension, que je vais réécrire, V de t égale V0 plus V1 sinus oméga t. Si je regarde ce qui se passe pour la partie idéale de ma jonction, je vous rappelle, hein, quand on applique une tension connue, on peut traiter les trois éléments séparément, tout est simple. Hein. Donc, si je regarde ce qui se passe pour la partie idéale de ma jonction, eh bien, la phase phi de t, qui est simplement la primitive de la tension, V, hein, donc ma phase phi de t, ça va être 2E sur H bar, et puis une primitive de ça, V0 plus V1 sinus oméga t. Donc ça va être V0
fois t, plus, alors ça va être un V1 sur oméga, et en fait pas un V1, mais un moins V1 sur oméga. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, oui, c'est bien ça. Moins V1 sur oméga, cosinus oméga t, voilà, plus un phi 0, qui est la valeur initiale que je ne connais pas, hein, au moment où je ne sais pas ce que ça vaut, au moment où j'applique ma modulation. Voilà. Et si maintenant je me demande ce que vaut la valeur moyenne de I de t, eh bien la valeur moyenne de I de t, donc mon intensité elle est écrite ici, c'est IC sinus phi, donc ça va être IC fois valeur moyenne de sinus phi, phi de t, hein, bien sûr, plus valeur h bar sur 2, bon, je peux même garder ça tout de suite, celle-ci, donc plus 1 sur R, la valeur moyenne de V, plus donc C fois la valeur moyenne de V point. La valeur moyenne de V, comme je l'ai dit, c'est V0. La valeur moyenne de V point, ben, c'est nul, puisque la dérivée de V par rapport au temps, c'est simplement un cosinus oméga t, donc la valeur moyenne du cosinus est nulle. Donc ça vaut 0. Ça vaut V0 sur R. Et c'est cette chose-là qu'il va falloir évaluer. Et donc ça, je vais le mettre sous la forme partie réelle de e puissance i phi. On prendra la partie réelle à la fin. Voilà. Donc, que vaut la valeur moyenne de la partie réelle de e puissance i phi, sachant que phi lui-même a une partie linéaire en temps, une partie constante et une partie modulée en cosinus oméga t. Voilà, c'est là que je vais avoir besoin de ma relation ici. Donc, si je calcule les puissances i phi, en fait, je veux tout de suite la valeur moyenne. Donc, ce que je dois prendre, c'est les puissances i. Alors, je peux tout de suite mettre les puissances phi, i phi 0, qui est là. Hein, lui, il ne dépend pas du temps, donc je peux le sortir. Et puis, je dois prendre e puissance i 2e, donc V0 t sur h bar. Et puis ensuite, cette exponentielle de moins i 2e V1 sur h bar oméga cosinus oméga t. Et là, je vous ai mis la relation, une relation qui permet d'exprimer cette exponentielle d'un cosinus en termes d'un développement en harmonique, en puissance in oméga t, avec des poids qui sont les fonctions de Bessel. Donc ce que je vais sortir ici, c'est une somme sur n d'un moins i puissance n. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Je vais avoir un Jn. L'argument du Jn, c'est quoi? Eh bien, l'argument du Jn, ça va donc être cet argument ici, 2eV1 sur h bar oméga. Et puis ensuite, j'ai ce e puissance moins i n oméga t. Voilà. Je pense que là, j'ai tout mis. Je vérifie. Oui. Et donc là, on voit que si je prends mon V0 quelconque ici, bah, j'ai des termes qui vont osciller en fonction du temps, donc la moyenne temporelle sera nulle. Mais s'il existe un n tel que 2e V0t, enfin 2e V0, je peux enlever le t, égale n oméga, à ce moment-là, la moyenne, quand je vais prendre le produit des deux, je vais obtenir un terme constant, et la moyenne sera non nulle. D'accord? Donc, si je respecte cette condition qu'on peut appeler une condition de quantification, si vous voulez, c'est-à-dire que V0 est un multiple entier de nh bar oméga, au facteur 2e près, et bien à ce moment-là, j'ai valeur moyenne de puissance i phi qui sera égale à ce e puissance i phi 0 fois ce Jn de 2e V1 sur h bar oméga, avec le moins i puissance n également. Bien, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je fais mes caractéristiques, donc, comme ça, donc ici je mets l'intensité moyenne, donc I bar, et puis ici je mets la tension moyenne qui est V0, eh bien, tant que cette condition-là n'est pas réalisée, la seule chose que j'ai, c'est V0 sur R, donc c'est la loi d'Ohm, hein, c'est la partie résistive qui va être là, donc voilà, comme ça. Mais si je prends V0 tel que
il est égal à h bar oméga sur 2e ou n fois ça. Donc prenons la première valeur, donc h bar oméga sur 2e, après j'aurai 2 fois h bar oméga sur 2e, etc. Eh bien là, je vais avoir possibilité d'avoir un plateau en courant. Pourquoi est-ce que j'ai un plateau? Eh bien parce que ici, je ne sais pas ce que vaut puissance phi 0. Ça peut être quelconque. Donc là, quand je vais prendre ensuite les parties réelles, le parti réel de puissance phi 0, de puissance phi 0 fois moins i puissance n, c'est un nombre qui va pouvoir être compris entre moins 1 et plus 1. Hein, quand je fais varier phi 0 entre de 0 à 2pi. Donc je vais obtenir un plateau ici, dont la largeur sera simplement donnée par la fonction de Bessel, Jn, ici. Donc Jn de 2e V1 sur h bar oméga. Alors Jn, ici c'est J1, puisque j'ai pris n égale 1 ici. De la même façon, là j'aurai un autre plateau avec une largeur qui dépendra de la fonction J2, etc. Donc on voit apparaître les plateaux, ceux que vous avez vus tout à l'heure en l'introduction. Ces plateaux qui sont donc à tension constante, quantifiés par h bar oméga, sur une largeur qui dépend de l'intensité de la modulation V1. Évidemment, si V1 est nul, il n'y a pas de plateau, mais dès que V1 est non nul, je peux avoir un plateau. Voilà, donc voilà l'effet Josephson, les résonances de Shapiro dans l'effet Josephson, vu du point de vue d'une modulation en tension. Alors si on prend une diode modulée en courant, donc là, comme je vous le disais, il faut se tourner vers du numérique. Donc on doit résoudre toujours cette équation pour une bille descendant sur cette planche inclinée, là, mais maintenant j'ai un I de t. Donc ça veut dire que le problème mécanique analogue qui m'intéresse, c'est de prendre une pente moyenne I0, hein, et puis de faire osciller cette pente comme ça. Donc ma question c'est, finalement, j'ai une bille qui descend là-dessus, et puis en même temps je la secoue comme ceci, et quel est le régime forcé que ma bille va atteindre une fois que la dissipation aura fait son effet pour amortir les possibles vitesses initiales. Alors, comme toujours, il faut se demander combien on a de paramètres, et là, il y en a beaucoup. Si je fais le même choix d'unité sans dimension que celui qui est encore écrit au tableau, là, donc je vais avoir deux intensités sans dimension, mesurées en unité de IC, petit I0 et petit I1. Je prends toujours mon unité de temps à T0, donc je définis toujours mon temps taux égale T sur T0. Je dois caractériser oméga, donc si je prends T0 comme unité de temps, j'ai 1 sur T0 comme unité pour les pulsations, donc je vais poser oméga tilde égale oméga T0, donc troisième nombre sans dimension, I0, I1, oméga tilde, et puis j'ai toujours mon paramètre bêta C, qui me décrit si je suis plutôt dans le régime résistif ou dans le régime à faible dissipation. Donc voilà, il faut résoudre ce problème-là avec 4 paramètres sans dimension. Et essentiellement, ce qu'on cherche, c'est donc la tension moyenne V bar, si vous préférez la vitesse moyenne de ma particule en train de descendre sur la planche, là, phi point moyenné, en fonction de I de t, donc en fonction de I0. Donc je vais avoir ce paramètre-ci en abscisse, mais pour chaque caractéristique, j'aurai besoin de fixer la valeur des 3 autres paramètres sans dimension, I1, oméga tilde et bêta c. Donc l'espace des paramètres est grand, hein, je ne vais pas tout vous décrire. Mais voilà typiquement ce qu'on peut obtenir. Ça reproduit vraiment la première courbe qu'a obtenue Shapiro, c'est quelque chose que j'obtiens dans le régime fortement dissipatif, le régime qui n'avait pas d'hystérésis ou très peu, bêta c égale 1. Ici, je vous ai remis la caractéristique que j'ai encore rappelée en introduction tout à l'heure, avec ce segment moins IC plus IC, et puis ensuite les branches résistives. Donc, ce qui se passe quand on module, et là je module avec une intensité I1 qui est égale à IC, c'est-à-dire que je module le courant sur toute la plage IC ici, entre moins IC et plus IC. Je prends un oméga tilde qui est de l'ordre de 1 en unité de T0, donc tous les paramètres sont d'ordre 1 ici. Eh bien, je vois cette fragmentation qu'on attendait, hein, qui se produit ici, vous voyez. Le plateau à tension nulle est notablement réduit, il est maintenant entre, disons, moins 0,5 et plus 0,5, au lieu d'être en moins 1 et plus 1. Et puis, vous avez ces sauts qui apparaissent, quantifiés comme on l'attend, comme on les pressentait dans le régime piloté en tension, mais on les retrouve dans le régime piloté en courant. Un point intéressant, c'est de se dire que fait la phase là-dedans. Est-ce qu'on peut préciser ce que fait la phase? Et vous allez voir que sur le plan mécanique, c'est particulièrement intéressant.
Donc, ça veut dire quoi la moyenne en tension dans ce problème, quand j'impose cette modulation en courant? La tension moyenne V bar, donc c'est une moyenne sur le temps, donc ça veut dire que je vais intégrer V de t sur une période de durée 2π sur oméga, et je vais donc moyenner le résultat. Donc ici, j'ai 1 sur la durée de la période, donc 1 sur 2π sur oméga, donc oméga sur 2π, intégrer V de t dt de 0 à 2π sur oméga. Mais V, encore une fois, c'est phi point. Hein, deuxième relation de Josephson. Donc si V c'est phi point, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'intégrer finalement la dérivée de phi. Donc à h bar sur 2e près, cette chose-là, c'est l'intégrale de 0 à 2π sur oméga de phi point de t dt. L'intégrale de phi point, c'est la valeur de phi entre la borne supérieure moins la valeur de phi à la borne inférieure. Donc c'est h bar oméga sur 2e, là j'ai regroupé ce coefficient ici, fois delta phi sur 2π. Le 2π est là. Et donc ça veut dire que quand V bar à ce plateau à la valeur petit n, eh bien en fait delta phi sur 2π est égal à n. En gros, ce que je suis en train de faire, c'est de verrouiller ma phase phi sur la modulation, de telle sorte qu'à chaque période de la modulation, la phase augmente de 2π. Si je reviens toujours à cette planche ici, je ne sais plus où j'ai mis ma bille, mais bon, peu importe, je vais pas la faire, de toute façon, je ne vais pas la faire osciller trop, ça pourrait être dangereux pour le public. Mais ce qui se passe, c'est que dans une période d'oscillation, la bille saute de n sites. Voilà, donc à chaque période, elle saute de n sites comme ça. Et ça se voit très bien quand on résout numériquement l'équation du mouvement. Donc ça veut dire que ça, obtenir ces plateaux, c'est obtenir un verrouillage de la bille pour qu'elle saute de n sites à chaque fois, à chaque période de l'oscillation, comme ceci, du courant. Voilà. Alors, continuons à explorer un tout petit peu le domaine des paramètres. Je vous ai donné une caractéristique dans le cas fortement résistif. Si maintenant je vais dans le cas faiblement résistif, donc là je suis passé à bêta égale 10, donc là où il y avait de l'hystérésis, je vous ai rappelé ici la courbe non modulée, et bien là on voit apparaître des choses intéressantes. L'hystérésis demeure, là j'ai pris oméga tilde égale 0,5, donc vous voyez par exemple ici, je peux avoir pour un même courant moyen I0, je peux avoir deux valeurs possibles pour ma tension. Elle peut être quantifiée à 0, pas très intéressant, ou quantifiée à h bar oméga sur 2e, c'est le point du haut. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que pour d'autres valeurs de la modulation, eh bien, il y a un phénomène de chaos qui s'instaure. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans les années 2000, dans ces jonctions. C'est des résonances qui se produisent entre les fréquences plasma et puis la fréquence de modulation. Et vous voyez ici donc des points qui sont vraiment des signatures de chaos. Et donc aussi plusieurs branches d'hystérésis. Bien. Alors, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, une des applications vraiment essentielles de ces présence de Shapiro, ce sont les standards électriques, et en particulier ce qu'on a appelé le volt Josephson. C'est plus trop d'actualité maintenant depuis le nouveau changement d'unité, mais l'effet Josephson a malgré tout joué un rôle essentiel dans ce changement d'unité, comme vous allez le voir. Mais ce volt Josephson, de quoi s'agit-il? Eh bien, comme toujours, quand on veut faire des mesures précises ou quand on veut faire du commerce à grande échelle, eh bien, il faut avoir des standards de mesure, des standards de mesure de longueur, de mesure de temps, de mesure d'électricité. Comment est-ce que, dans la plus grande partie du XXe siècle, on a fixé des étalons de tension, de voltage électrique? Eh bien, on utilisait des piles Weston. Ça s'est démarré en 1911 et ça a continué pendant pratiquement tout le XXe siècle. Ces piles Weston, ici vous avez un exemple qui vient du NIST, ex-NBS, National Bureau of Standards américain, qui est en charge toujours de maintenir les standards pour tous les États-Unis. Ces piles Weston, c'est des piles qui avaient des sels de cadmium, des sels de mercure, et dans des conditions bien précises de température et puis de fabrication de la pile, il ne faut pas l'avoir fait débiter avant pour ne pas l'avoir pollué, eh bien, on connaissait la tension remarquablement bien. Ici, vous avez l'évolution de la précision d'une pile Weston entre 1930 et 1970. 1970, c'est là où Josephson est arrivé. Enfin, il est arrivé en 1962, mais c'est là que
ces jonctions sont devenues très populaires. Donc entre 1930 et 1970, vous voyez, on a gagné 2 ordres de grandeur. On était dans les quelques 10-6 à la fin des années 60. Vous avez ici la valeur donc, recommandée par le NIST pour la tension d'une pile Weston. Donc ça, voilà, c'était c'est pas vraiment un standard primaire, mais c'était un étalon pour la mesure de tension électrique. Et puis les jonctions sont arrivées, comme vous le voyez. D'abord les jonctions simples, et puis ensuite les réseaux de jonctions. Je vais vous expliquer pourquoi un réseau de jonctions dans une minute. Et là, on a gagné plein d'ordres de grandeur. On est maintenant à 10-9, 10-10, et le problème a changé de nature en 2019, comme vous allez le voir. Donc, d'abord, il a fallu s'assurer que les jonctions Josephson étaient aussi stables que les piles Weston. Alors ça a été fait très vite, en 1966, un article de Langenberg, Parker et Barry Taylor, qui est un des papes de la métrologie, où on a vérifié que pour plusieurs types de jonctions, je ne sais plus si ici ils mettent lesquels ils l'ont fait, mais bon, voilà, ils utilisent 3 types de Josephson différents. Eh bien, ils vérifient qu'on a la valeur de 2E sur H, qui est la valeur qui sort dans la relation entre oméga et puis V, qui était précise à la précision des piles Weston près, à 60 ppm. Donc, on faisait aussi bien que les piles Weston dès 1966. On progresse dans le temps. En 1968, John Clark, un des 3 lauréats du prix Nobel de l'an dernier, pour les expériences que j'ai décrites la dernière fois, utilise donc plusieurs jonctions toujours, du plomb, de l'étain, de l'indium, pour vérifier qu'on est à 10-8, en fait. 1 part in 10-8. On est à 10-8. Donc là, ça y est, on est meilleur que les piles Weston. On sait qu'on va devoir changer d'étalon. Enfin, on peut changer d'étalon. Ça n'a plus de sens de garder des piles Weston. Et effectivement, quelques années après, 1973, eh bien, le National Bureau of Standards propose une new definition du NBS volt qui est fondée sur l'effet Josephson, plus précisément les résonances de Shapiro, avec la valeur de 2E sur H que vous voyez ici, avec ces 8 chiffres significatifs. Et puis, les comparaisons ont progressé. Je cite juste un article que je trouve remarquable de 83, donc là on est quand même bien progressé dans le temps, on est 20 ans après Josephson, mais là, vous voyez, on compare 2 types de jonctions et on est maintenant à 10-16 de précision. C'est-à-dire que les 2 jonctions donnent la même valeur de 2E sur H à 10-16 près. Donc là, on croit vraiment à l'universalité du phénomène. Alors, est-ce que l'effet Josephson sur une jonction est suffisant pour faire tout ce qu'on veut faire dans le domaine de la métrologie? La réponse est non, et la réponse est non à cause de quelque chose que j'ai déjà mentionné, c'est la petitesse du saut de tension. Là. Quand vous appliquez donc cette fréquence, là c'est l'expérience de Shapiro de toute première de 1963, quand vous appliquez une fréquence de 25 GHz, bien vous voyez que vous êtes à 50 microvolts. On peut se dire, je vais augmenter le oméga, mais le oméga, on ne va pas pouvoir l'augmenter beaucoup. On peut le passer à 75 ou 100 GHz, mais au-delà, ça devient vraiment pas très pratique. Donc, on va rester là dans le domaine de la centaine de microvolts. Or, pour l'industrie, ce dont on a besoin, c'est de standards dans le domaine du volt ou de la dizaine de volts. C'est ça que les piles de vos appareils électriques, elles sont à 1,5 volts, elles ne sont pas à 50 microvolts. Donc, il va falloir, pour ça, mettre plusieurs dizaines de milliers de jonctions en série. Si on les met en série, les jonctions, chacune fera ses 50 ou ses 100 microvolts, et puis au bout du compte, j'aurai mes 10 volts aux bornes de la série de jonctions. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà le schéma de principe. Vous voyez, les jonctions sont là. Donc vous avez un supraconducteur ici, une petite barrière tunnel ici, une deuxième jonction là, petite barrière tunnel, troisième, quatrième, etc. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme diode pour faire ça, comme jonction pour faire ça? Eh bien, si on prend une jonction qui a peu d'hystérésis, comme celle-ci, on voit que si on veut que chacune des jonctions qui figurent ici, celle-ci, celle-là, fournissent la bonne valeur, il va falloir se verrouiller quelque part ici. Donc je vais devoir mettre sur cette jonction non seulement ce courant alternatif, qui sera cette micro-onde que j'enverrai, mais également il va falloir que je mette un courant continu que je vais devoir ajuster, parce que si mes jonctions ne sont pas toutes identiques, il va falloir que j'ajuste précisément ce courant continu pour bien être sûr que je suis sur ce plateau-là et pas sur le plateau 0 ou sur le plateau 2. Donc ça, si j'ai que 10 diodes en série, ça peut se faire, j'aurai 10 potentiomètres, il faudra que je règle mes 10 potentiomètres.
Si j'en ai 10 000 ou 100 000, il est bien clair que ce n'est pas pratique à faire. Donc, il a fallu trouver une ruse. Et la ruse, eh bien, elle est venue de l'exploration de ce qui se passe si on va vers des jonctions avec beaucoup plus d'hystérésis. Donc, on va augmenter considérablement la valeur du paramètre bêta. Il s'appelait bêta C avant, là, il ne s'appelle que bêta, mais bon, c'est le même. Hein. Bêta, là, on le passe à 100, là, on le passe à 10 puissance 5. Et là, à ce moment-là, eh bien, on a ce phénomène remarquable que les différents plateaux ici peuvent s'élargir beaucoup. Et en particulier, ils continuent à exister même si je mets un courant nul. Vous voyez, si je prends le courant nul ici, eh bien, je peux me verrouiller sur le plateau n égale 1, sans problème, un petit peu sur le plateau n égale 2. Et si je vais prendre ce bêta qui vaut 10 puissance 5, ici, donc si je prends un courant moyen nul, bien là, vous voyez, j'ai une dizaine de points ici, enfin j'en ai une dizaine pour les V négatifs et la même chose pour les V positifs, où je vais pouvoir verrouiller ma diode. Donc, ma diode, j'y tiens, ma jonction. Donc, avec ce type de jonction, avec une hystérésis forte, eh bien, on va pouvoir se passer du courant I0 et simplement appliquer la micro-onde. Et selon les conditions initiales, eh bien, la jonction va pouvoir se verrouiller sur le plateau n égale 3, n égale 5, n égale 8, n égale moins 2. Ça dépend des conditions initiales. Ce n'est pas quelque chose qui va être facilement maîtrisable, mais je vais vous dire comment on s'y prend. Mais c'est and so what, j'ai envie de dire. Ce n'est pas très grave. Du moment qu'on y arrive, par un moyen ou par un autre, après, eh bien, on sera tranquille. J'avais eu une question d'ailleurs la dernière fois, comment est-ce qu'on trace ce type de courbe-là? Donc celle-là, je l'ai recalculé à partir de paramètres que j'ai trouvés dans la littérature. Eh bien, ce graphe-là, pour le faire, il faut simplement résoudre les équations du mouvement qui sont écrites ici, celle-là, là, et puis changer les conditions initiales, et puis en tirer plusieurs milliers. Et puis c'est comme ça que pour chaque condition initiale, on arrive à reconstruire cette courbe-là. Pour chaque condition initiale qui correspond à un I0 donné, une phase aléatoire, eh bien, je vais tomber là, ou là, ou là, ou là. Et puis c'est en répétant beaucoup de fois ça qu'on peut construire ces caractéristiques. Donc voilà ce qu'on va faire. On va mettre donc, plein de jonctions avec ce grand coefficient bêta en série. Donc là, vous en avez un exemple. Elles sont bien en série parce que le courant va rentrer ici, va parcourir ça, puis ça, comme ça. Voilà, donc les jonctions sont bien en série. On en met, vous voyez, sur le chip qui est mis ici, sur cette puce, on en met 20 000. C'est un standard de tension de 10 volts. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette forme de serpent? Eh bien, c'est parce que pour la micro-onde, on a envie que toutes les jonctions voient la même micro-onde, autant que faire se peut. Donc, si on les mettait vraiment sur un fil comme ça, la première jonction verrait une micro-onde plus intense que la dernière, ce qui n'est pas bon, parce que du coup, le V1 ne serait pas le même pour toutes les jonctions. Donc là, on se débrouille pour mettre quand même plusieurs fils qui sont en parallèle pour la micro-onde. Donc la micro-onde, elle arrive ici, et puis elle se sépare, elle part comme ça, elle part comme ça. Et donc comme ça, on limite les problèmes d'inhomogénéité de la micro-onde. Et puis comment est-ce qu'on fait le verrouillage? Eh bien, on a donc notre caractéristique pour l'ensemble de 20 000 jonctions qui, comme je l'ai expliqué, croisent le point I égale 0, I moyen égale 0, avec ici des petits traits. Chaque trait est séparé de 0,12 millivolts de son voisin, 120 microvolts. Vous avez 10 puissance 5 traits comme ça, et puis vous allez brancher aux bornes de ce système un système qui a une tension Vs et une résistance RS ajustable. Vous allez choisir la pente et la valeur de Vs pour que vous puissiez vous verrouiller sur un tout petit nombre de points ici. Donc il faut bien choisir la pente et l'ordonnée à l'origine. Et puis ensuite, eh bien, vous allez faire tendre cette droite ici inclinée vers 0. Vous allez éteindre le courant moyen et vous serez verrouillé sur le point qui vous intéresse. Et les bons standards, c'est ce que j'ai eu à la littérature, peuvent ensuite rester verrouillés pendant plusieurs heures sur un de ces petits barreaux de l'échelle, chaque barreau, comme je répète, étant distant de son voisin de la centaine de microvolts. Voilà, et c'est comme ça donc on fait un standard complètement ajustable entre 0 et 10 volts, enfin, plus précisément entre moins 10 volts et plus 10 volts. Voilà. Alors, on a eu comme ça donc ce Volt-Josephson qui est apparu, et puis en 2018, enfin, la réflexion a commencé bien avant, mais en 2018, il y a eu une convention donc, de la métrologie
qui s'est décidé à changer complètement la notion de standard. Comme vous savez, au début c'est-à-dire, disons, au XIXe siècle, tous les standards étaient des artefacts, c'était des choses qui étaient faites à la main, et puis on disait, c'est ça le standard. Vous aviez un mètre étalon, vous aviez un kilogramme étalon, vous aviez toutes ces choses qui servaient donc à définir la quantité physique qui vous intéressait. Pour le temps, on est passé dans les années 60 aux horloges atomiques, donc on a défini le temps comme étant basé sur le césium, enfin, c'est ce qu'a expliqué Christophe Salomon dans son séminaire, de delta nu césium, il est ici. Eh bien, à partir du moment où on a eu l'effet Josephson, qui a permis de mesurer très précisément ce rapport E2 sur H, et puis en parallèle, on a eu l'effet Hall quantique, qui lui permet de mesurer précisément E sur H. L'effet Hall quantique, je vous rappelle ce que c'est, hein, enfin je vous dis en quoi ça consiste. Ça consiste pour un gaz d'électrons bidimensionnel sous fort champ magnétique, quand vous appliquez une tension aux bornes X, là, eh bien, vous avez un courant qui passe selon Y. Et le rapport entre la tension et le courant, qui a donc la dimension d'une résistance, est quantifié, et le quantum fait intervenir E2 sur H. Donc, entre 1970 et puis, disons, les années 2000, eh bien, on a commencé à avoir des très bonnes valeurs, à la fois de E sur H grâce à l'effet Josephson, et de E2 sur H grâce à l'effet Hall. Et donc, on s'est décidé à fixer, à partir du 20 mai 2019, la valeur de E et la valeur de H. Et comme ça, eh bien, on est passé à des unités que je vais décrire dans un instant, complètement différentes. Ce qu'on a fait là, c'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé pour le mètre. Le mètre, donc, il y a eu un mètre étalon pendant longtemps. Vous en avez un exemple au niveau du Sénat. Le mètre est gravé, enfin pas gravé, est fiché dans un mur. Et c'était le mètre étalon à l'époque. Ensuite, dans les années 60, on a basculé le mètre sur autre chose, qui était la longueur d'onde du krypton. Et puis ensuite, on s'est dit, finalement, on mesure tellement bien les temps que plutôt que d'avoir une définition du mètre ad hoc, eh bien, on va fixer la vitesse de la lumière et on va définir le mètre comme étant simplement la distance que parcourt la lumière pendant une durée donnée. Donc, on gardait l'unité de temps qui était le césium, et puis le mètre, du coup, il se dérivait de la valeur de la vitesse de la lumière qui a été fixée. Eh bien là, on a fait la même chose. Plutôt que de définir le courant électrique ou le voltage à partir de définitions compliquées, pour le courant électrique, je vous rappelle que c'était, probablement beaucoup d'entre vous l'ont appris à l'école, il fallait prendre deux fils infinis dans le vide, séparés d'une distance d'1 mètre, et mesurer la force qui s'exerce sur ces deux fils. Et l'ampère était réalisé quand cette force atteignait la bonne valeur de la définition. C'est très très difficile à réaliser en pratique, ça, dans le laboratoire. Eh bien, on s'est décidé à dire, maintenant, tout comme on a fixé la vitesse de la lumière, on va fixer ce que vaut petit e, et puis on va définir un courant électrique comme étant le nombre de charges élémentaires qui passent par unité de temps dans un fil donné. Et on a également fixé petit h, donc, puisqu'on peut mesurer petit e et petit h. Et à ce moment-là, donc, comme je dis, on a défini le courant électrique. Avec toutes ces unités, on peut définir unité de puissance, unité d'énergie. Et donc le potentiel électrique, il est dérivé d'une puissance, puisque si je sais me définir une puissance, je définis le produit V fois I. Et comme j'ai défini I là, eh bien, je peux définir une unité pour le 2 volts. Voilà. Donc vous voyez comment l'effet Josephson a changé radicalement les choses. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas su mesurer E et H séparément. On aurait peut-être eu E2 sur H grâce à l'effet Hall quantique, mais ça n'aurait pas suffi. Mais maintenant, eh bien, toutes les unités sont définies à partir de processus élémentaires. Donc le E ici, le H ici, le C, le delta nu césium. Et puis après, vous avez aussi donc, la constante de Boltzmann et le nombre d'Avogadro. Voilà. Donc, ça termine ce que je voulais vous dire sur les standards électriques. Et dans les toutes dernières minutes, là, j'aimerais vous décrire brièvement ce qui a été vu pour les jonctions atomiques. Donc, ces toutes dernières expériences faites sur des gaz atomes froids. Mais je vais commencer, en fait, par vous dire ce qu'on a fait sur l'hélium 3 superfluide, le liquide. Alors, sur l'hélium 3 superfluide, je vous ai décrit tout à l'heure l'expérience du groupe de Packard qui a consisté à voir l'effet Josephson alternatif.
une tension constante, en l'occurrence une différence de pression constante entre deux parties d'une enceinte, la partie intérieure ici et la partie extérieure là. Eh bien, avec le même montage, quelques années plus tard, là on est maintenant en 2001, le groupe de Berkeley a regardé ce qui se passe si maintenant on module la tension. Et pour moduler la tension, vous avez toujours cette membrane souple ici qui peut se déformer sous l'effet du courant qu'on met enfin, de la charge qu'on met sur cette électrode ici. Donc, le groupe de Berkeley a modulé la pression, c'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer P0 comme dans l'expérience que j'ai décrite au début, maintenant il va appliquer P0 plus P1 sinus oméga t, c'est l'équivalent d'une modulation en tension. Donc là, on est vraiment dans le régime où on fait ce qui est écrit au tableau ici, avec les fonctions de Bessel qui doivent apparaître. On attend une résonance, comme vous l'avez vu, quand le voltage, donc en l'occurrence la pression P0, ici 2m fois P0 sur O est égal à n fois h bar oméga. Que voit-on? Eh bien, on voit bien ce même phénomène. Alors la manip est un peu compliquée parce que, interprétée quantitativement, parce que donc, la modulation est appliquée par cette membrane souple, mais c'est également la membrane qui détecte le courant. Donc il faut faire attention pour bien tout interpréter. Mais là, on va juste regarder le résultat sans faire une analyse quantitative. Ce que vous voyez ici, c'est donc, j'ai tourné leur graphe pour toujours respecter la convention de mettre le courant en abscisse et le voltage ou la pression en ordonnée. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de modulation. Donc P1 égale 0. Ensuite, P1 est non nul, les courbes sont décalées pour être lisibles. Donc vous avez ici apparition d'un petit plateau sur le courant mesuré, c'est ce qu'ils appellent PDC ici. Ce plateau devient de plus en plus grand quand on augmente la valeur de P1, et puis ensuite il redécroît pour s'annuler ici. La valeur de ce plateau, une fois converti en Hertz, il est à 105 Hertz, sachant qu'on module à 105 Hertz. Donc c'est le plateau n égale 1. Ils ont également vu le plateau n égale 2, les courbes sont un petit peu moins spectaculaires, mais ils l'ont vu également. Et si maintenant on regarde la largeur du plateau ici, en fonction de la valeur de P1, donc la largeur de ces plateaux-là, c'est ce qui est tracé ici, vous avez ici 2m P1 ρ et puis la valeur du plateau, eh bien vous voyez une variation ici qui est exactement la variation de la valeur absolue d'une fonction de Bessel, en l'occurrence la fonction de Bessel J1. La théorie, c'est le trait continu. Les points expérimentaux respectent bien la bonne période pour la fonction de Bessel, ils ne sont pas superposés. Je pense que c'est la seule difficulté ici vient de la calibration de IC. Là, ils ont été parfaitement honnêtes, ils ont mis le IC qu'ils avaient calibré par ailleurs, et donc ils trouvent qu'il y a un décalage entre l'amplitude mesurée et l'amplitude prédite. Mais ce qui, je dirais, le plus important, c'est effectivement de retrouver cette modulation en fonction de Bessel. Le fait que IC ne soit pas le même que celui qui sont mesurés par ailleurs, à mon avis, n'est pas vraiment un problème. C'est vraiment une superbe expérience. Voilà. Qu'en est-il des gaz quantiques? Eh bien là, donc, c'est les deux expériences qui ont été publiées en fin 2025. La première, elle a été faite dans le groupe de Giacomo Roati à Florence. Elle portait sur un gaz de fermion des atomes de lithium-6, donc qui peuvent s'apparier pour faire des bosons. Ce gaz de fermion était en fait dans le régime unitaire, c'est-à-dire le régime où la longueur de diffusion spin vers le haut, spin vers le bas est infinie, ce qui est un régime tout à fait intéressant. La deuxième expérience a été faite sur des bosons du rubidium 87. Là, c'est un gaz 3D. Le premier, c'est un gaz bidimensionnel, quasi bidimensionnel. La théorie avait été faite un an auparavant dans le groupe de Ludwig Mathey et Luigi Amico, donc avec cette référence-ci. Et l'idée est toujours d'utiliser cette barrière mobile. Je vous ai expliqué la dernière fois comment une barrière mobile dans un gaz quasi uniforme permettait de réaliser l'équivalent d'un générateur de courant. Je vous rappelle pourquoi c'est le cas, c'est-à-dire que vous avez donc un gaz que vous pouvez supposer très long, vous avez cette barrière tunnel qui est là, elle va bouger à une certaine vitesse. Eh bien, si je me mets dans le référentiel de la barrière, au moins si elle ne bouge pas trop vite, il y a des atomes qui, si ma barrière bouge d'ici vers là, donc de votre droite vers votre gauche, si je ne me trompe pas, eh bien, les atomes vont bouger dans le sens inverse, dans le référentiel de la barrière, puisqu'on va chercher à maintenir des densités constantes de part et d'autre, des potentiels chimiques constants. Donc, cette barrière mobile est un moyen de réaliser un courant
contrôlée qui traverse la barrière. La dernière fois, on avait une barrière qui bougeait à vitesse uniforme. Pour faire l'équivalent d'un courant modulé, I0 plus I1 sinus ωt, eh bien, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre une barrière qui avance comme ça, en la modulant, c'est-à-dire en superposant une vitesse constante plus une vitesse V1 sinus ωt, et ça, c'est l'équivalent du I1 sinus ωt des jonctions supra. Alors, toujours pareil, on va tracer la caractéristique. Donc, cette caractéristique, ça va être le courant moyen, donc I0, en abscisse. Ici, on trace l'équivalent du voltage, donc le potentiel chimique, mesuré en Hertz, donc on divise par la constante de Planck petit h. En bleu foncé, ici, vous retrouvez la caractéristique en l'absence de modulation, I1 égale 0. Donc ça, c'est la barrière qui bouge à vitesse uniforme. Donc on retrouve que tant qu'elle ne bouge pas trop vite, il n'y a absolument aucune différence de potentiel chimique entre les deux côtés. C'est une belle manifestation de superfluidité. La barrière bouge, mais le gaz n'est pas du tout excité par ce mouvement de la barrière. Et puis au-dessus d'un certain courant critique, enfin d'une vitesse critique pour la barrière, à ce moment-là, il y a des excitations qui apparaissent. Maintenant, si je module, eh bien, ça c'est une modulation, la première, donc pour un courant une modulation I1 égale à IC, eh bien, vous avez un plateau qui apparaît, un joli plateau qui apparaît ici, et puis ça continue à monter avec peut-être un deuxième plateau là, à peine visible. Si on module maintenant à I1 égale 1,6 IC, ici, ce sont les points jaunes ou oranges, et bien vous voyez un plateau ici, et puis un deuxième plateau là. Alors, le plateau ici, il n'est pas exactement à la même hauteur que celui-ci. Alors, on n'est pas à la qualité des 10-18 ou 10-17 des jonctions supra, là, hein. Vous voyez, il y a peut-être 5% d'écart entre quand je passe d'une modulation à l'autre. Il y a plusieurs raisons pour ça. Je ne suis pas sûr que le régime stationnaire ait été complètement atteint. Dans les jonctions supra, ce qui fait leur force, c'est finalement les très grandes échelles de temps dont ils disposent. Je vous ai dit, on module à 100 GHz, donc avec une période de 10 picosecondes, et on garde une jonction stable pendant plusieurs heures. Donc, on a le temps d'atteindre le régime stationnaire quand on fait ça. Là, la barrière, elle part d'un côté et elle atteint vite l'autre bord. Donc, ce n'est pas sûr qu'on atteigne complètement le régime stationnaire. Donc, pour l'instant, on n'en est pas à faire de la métrologie avec ça. Je conclurai là-dessus dans un instant, mais c'est bien de voir l'effet, mais on n'est pas encore dans un régime de très haute précision. Toujours est-il qu'on peut quand même vérifier certaines relations importantes, c'est-à-dire qu'on peut varier la fréquence à laquelle on module. Donc là, vous avez 3 exemples de courbes, toujours dans le groupe de... Ça s'est tiré du groupe de Herwig Hott, hein, je n'ai peut-être pas dit, mais c'est le groupe de Kaiserslautern. On voit ici un plateau à 60 Hz. Si j'augmente la fréquence, le plateau est plus haut, à 90 Hz. Et puis là, une fréquence 135 Hz. Et quand on trace donc la position du plateau, delta mu sur h, en fonction de la fréquence, eh bien, on attend une droite ici de pente 1, puis si on s'intéresse au plateau n égale 1. Les triangles rouges, c'est des simulations à base d'équations de Rospielavski. Les points bleus sont les points expérimentaux. Ils sont légèrement au-dessus. Là, le fait qu'on est systématiquement au-dessus, les auteurs attribuent ça au fait que peut-être que leur potentiel chimique est mal calibré parce que le piège lui-même est pas connu parfaitement. Et le potentiel chimique, il ne se mesure pas directement. Ce qu'on mesure, c'est la densité. On doit connaître la forme du piège, et de ça, on déduit le potentiel chimique. Si vous avez une erreur, soit sur la mesure de densité, soit sur la calibration de la forme du piège, cette erreur se transcrit sur le potentiel chimique. Bon. Toujours est-il que l'accord est quand même très, très satisfaisant. Un mot sur les processus dissipatifs en jeu. Je vous ai dit tout à l'heure que, finalement, au niveau de la phase, ce qu'on avait, c'était ce verrouillage de la phase sur la modulation. Que pour plateau n égale 1, par exemple, eh bien, la bille, ici, saute d'un site au site voisin à chaque fois que j'ai une période de modulation. En d'autres termes, la phase augmente de 2π à chaque fois que la micro-onde fait une oscillation. Alors on peut se demander quels sont les processus dissipatifs qui permettent d'assurer ce verrouillage. Alors là, je passe à la manip de Florence, toujours publiée en décembre dernier. Ce qui est, je vous rappelle, c'est un gaz 2D, donc on peut vraiment bien imager ce qui se passe avec une imagerie perpendiculaire
au gaz. Et ce que vous voyez ici, c'est donc 5 images qui sont prises à des instants différents de l'oscillation. C'est mesuré donc en période d'oscillation, donc après juste une période, 1.03, 1.38, 1.70, 2 périodes, et puis un peu plus que 2 périodes. Et ce qu'on voit apparaître, eh bien, c'est des trous de densité. Ces trous de densité correspondent à quelque chose que j'avais déjà mentionné la dernière fois. Eh bien, ce sont des paires de vortex. Donc, un vortex, c'est un trou de densité avec une phase qui s'enroule de soit plus 2π, soit moins 2π autour de ce trou. Donc, une paire de vortex, c'est un vortex à plus 2π, l'autre à moins 2π. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est qu'en fait, à chaque période de modulation, pour le plateau n égale 1, il y a une paire de vortex qui est émise. Et cette émission régulière de paires de vortex qui traduit ce verrouillage de la phase du gaz sur la modulation. Delta phi égale 2π, en l'occurrence fois n égale 1. Ce qu'ils ont vu également, c'est que s'il passe à n égale 2, ce n'est pas une paire qui est émise pour chaque période, mais 2 paires. Et on peut supposer que ça peut monter comme ça. Pour n paires, il faudrait n paires de vortex qui sont émises. Voilà, ils se sont contentés de le faire pour n égale 1, n égale 2, ce qui est déjà très bien. Voilà. Donc je conclus. Je ne peux pas m'empêcher de redire encore une fois combien l'article de Josephson est fantastique dans sa manière, sa vision prémonitoire de ce que peut faire avec cet effet. Là, je cite Anderson un peu plus tard dans un article de revue qu'il a écrit. Jean Anderson, comme je l'ai expliqué, était à Cambridge, Royaume-Uni, quand Josephson était étudiant, et les cours d'Anderson, semble-t-il, jouent un rôle important dans la genèse des idées de Josephson. Ensuite, Anderson est retourné au Bell Labs, là où il avait son poste, et il a discuté avec un physicien qui était également avocat, qui était en charge des brevets au Bell Labs, et la conclusion de l'avocat sur la possibilité de breveter des phénomènes liés à l'effet Josephson, la conclusion de l'avocat était que l'article de Josephson était si complet que personne d'autre ne serait capable d'avoir du succès en essayant de breveter n'importe quel aspect de l'effet Josephson. Parce qu'en fait, quand on lit chaque paragraphe, eh bien, chaque application est déjà écrite noir sur blanc. Et en particulier, donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que cet effet a permis un changement radical dans la définition des unités électriques, mais il y a eu d'autres effets comme les squids qu'on verra un petit peu plus tard. Et puis, il y a eu donc cette transposition à des jonctions atomiques, donc il y a eu les jonctions sur l'hélium 3 superfluide, et puis donc tout récemment, cette transposition sur les jonctions à base de gaz, d'atomes froids. Et là, eh bien, je dirais, c'est superbe, mais en même temps, on se demande qu'est-ce qu'on peut en faire. Si on se dit que l'effet Josephson a joué un rôle si important en électricité, on peut se demander est-ce qu'il peut jouer un rôle également important, peut-être pas aussi important pour l'ensemble de la communauté, mais quand même un rôle important pour la physique des gaz quantiques ou des fluides quantiques. Ce que ça peut faire, c'est nous faire un standard de potentiel chimique. De la même façon qu'on a fait un standard de potentiel électrique, ce sera un standard de potentiel chimique. Et idéalement, on peut rêver de la chose suivante, c'est-à-dire qu'on peut rêver d'avoir un fluide compliqué dont on a du mal à mesurer l'équation d'état. Eh bien, on pourrait mettre ce fluide dans un container avec une paroi ici, qui serait donc une paroi modulée d'une certaine manière. Elle peut être oscillante, mais peut-être qu'on pourrait moduler sa transmission d'une autre manière. Et puis, réaliser un système où vous auriez à droite le fluide, mais de très basse densité, donc assez facilement calculable par des moyens théoriques, et puis à gauche, le fluide de beaucoup plus haute densité, donc difficilement calculable. La différence de potentiel chimique entre la gauche et la droite, eh bien, ce serait n fois h bar oméga, donc parfaitement connu. Et donc, comme ça, on pourrait mesurer très précisément les équations d'état des fluides. Et ce qui marche pour le potentiel chimique pourrait peut-être éventuellement même marcher pour la température. On pourrait également faire une différence de température qui serait mesurée en unité de h bar oméga, enfin quantifiée en unité de h bar oméga, si on arrivait à réaliser ça. Et là, je dirais, cette transposition-là, pour le coup, elle prendrait vraiment tout son sens, parce qu'on arriverait à faire, pas de la métrologie, mais des mesures de haute précision à partir d'un très bel effet qui consiste à relier une quantité, en l'occurrence potentiel chimique, à quelque chose qu'on mesure infiniment bien, qui sont des fréquences. Voilà. Mais ça, c'est un programme pour le futur. Donc d'ici là, je m'arrête. Je vous rappelle qu'il y a le séminaire de Jérôme Beugnon dans 15 minutes. Et je vous remercie pour votre attention.